Bonjour. Alors ce soir dans le Stammtisch ésotérique, on va parler de sorcière, de sorcellerie, de sa place aujourd'hui. Je suis un peu dans le sombre. Oh, là j'ai l'impression d'être un peu interrogée par la police, mais bon, on va faire comme ça. Donc aujourd'hui, en plus, je vais essayer d'enregistrer ce live pour un replay. Ah, voilà Sam qui vient donner son avis comme d'habitude. Yeah. Et voilà Sam. Dis bonjour Sam. Ouh. Et c'est Sam. Donc aujourd'hui on va parler de la sorcellerie. Je sais que je lis beaucoup de choses sur bonjour à celles qui arrivent, à ceux qui arrivent. Donc j'ai ramené des livres avec moi que je vais vous montrer après sur la sorcellerie, la sorcière aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut s'appeler sorcière? C'est une question qui revient. Alors maintenant, ça fait plusieurs posts que je lis chez différentes personnes. Je ne veux plus qu'on m'appelle sorcière. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je crois que je suis en train de taper sur mon micro et ça va faire du bruit. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. C'est bien. C'est bien cette prise de conscience. Et je vais m'expliquer pourquoi, parce que je pense que c'est pas pour les mêmes raisons. Il faut savoir que le mot sorcier vient de sortiarus, le jeteur de sorts. Alors veuillez excuser mon accent latin de chiotte, mais voilà. Et en fait, le mot sorcier, sorcière est très ancien, il est aussi ancien que probablement la spiritualité, que la religion, que les mythologies. Mais sorcier, sorcière, ça a toujours désigné quelque chose de mauvais. On peut remonter jusque dans la mythologie grecque, dans les mythes égyptiens. Le sorcier, c'est toujours le jeteur de sorts, mais dans le mauvais sens du terme. Il existe le magicien, le mage, celui qui fait de la haute magie, c'est un peu différent, mais quand on dit sorcier ou sorcière, il y a toujours une arrière-pensée mauvaise. Donc aujourd'hui, je lis plusieurs personnes qui se disent « Ah, je ne veux plus qu'on m'appelle sorcière » pour des raisons différentes et qui ne sont pas toujours très futées, en fait, dans le sens où c'est peut-être pas la raison que vous devriez choisir pour ça. Alors, une des choses qui revient le plus souvent, c'est que ces personnes trouvent que c'est accaparé par le féminisme. Bonjour. Et donc, ce côté accaparé par le féminisme les gêne en disant « Oui, mais il y a eu des hommes aussi qui ont été brûlés ». Alors, on va revenir un peu sur l'histoire de la sorcellerie et de l'Inquisition et de toute cette chasse aux sorcières qui a quand même duré un paquet d'années jusqu'au 18e. Je crois que la dernière sorcière en Europe a été brûlée en Suisse, c'était Anna Guldin, et que j'ai déjà peint plusieurs fois, qui a été brûlée ou pendue en Suisse dans les Glaris parce que on disait qu'elle jetait des sorts aux enfants qu'elle gardait. Alors Anna Guldin a été réhabilitée depuis par la Suisse. On s'est rendu compte que le procès n'était pas équitable, que c'était basé sur essentiellement des superstitions et que c'était essentiellement la famille qui avait poussé pour avoir un bouc émissaire, parce que le sorcier et la sorcière, dans toute l'histoire, ça va être le bouc émissaire. Bonjour à ceux qui arrivent, on parle de sorcellerie et de la place de la sorcière et par rapport au féminisme. Là, on en est là. et donc, c'est donc une chasse qui a été très longue. Il faut savoir que dans nos contrées germaniques, l'Alsace comprise, à l'époque, il y a eu 20 000 bûchers, 20 000 personnes qui ont été brûlées
hommes ou femmes, essentiellement des femmes, malgré ce que je peux lire sur certains posts, c'est quand même essentiellement des femmes ou des hommes ostracisés, parfois pour homosexualité, parfois pour d'autres raisons, parfois c'était pour récupérer des terres. Quand c'était des hommes riches, en général, on l'accusait de sorcellerie. C'est ce qui est arrivé à Gilles de Rais. C'est un des exemples classiques où on accuse quelqu'un de sorcellerie, mais on s'est rendu compte avec l'histoire et en étudiant l'histoire que certes, il s'intéressait à l'alchimie et à l'occulte, qui était probablement homosexuel, mais ce qui intéressait en fait les seigneurs autour, c'était d'avoir ces richesses et ils étaient jaloux. Et donc c'est un peu comme pendant pendant la guerre, la deuxième guerre, sous l'occupation, eh bien il y avait des dénonciations et la chasse aux sorcières marchait un peu comme avec la Gestapo en fait, l'Inquisition. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas l'Inquisition qui a brûlé le plus de sorcières, donc ce n'est pas les tribunaux religieux qui ont brûlé le plus de sorcières, mais ce sont les tribunaux dits laïques, c'est-à-dire la justice de tout à chacun. C'est eux qui ont vraiment fait brûler le plus de sorcières. Donc, revenons sur le côté féministe. Il faut, quand je lis, et ça m'exaspère de le lire, que on ne comprend pas que ça soit récupéré par le féminisme. Ça a été récupéré dans les années 70, dans un contexte américain avec le mouvement Witch. Et il faut savoir, d'une part, que Witch n'a pas du tout le même sens pour les anglo-saxons que sorcière chez nous. Déjà, il faut faire cette différence culturelle qui est importante et qu'on ne fait jamais. Et pourtant, il y a une différence d'acceptation culturelle qui est très différente. Il y a eu des bûchers, par exemple aux États-Unis, il y a eu des morts aux États-Unis pour sorcellerie, mais beaucoup moins qu'ici. Et du coup, il y a beaucoup moins cette prégnance de l'histoire aux États-Unis. Ils ont d'autres histoires compliquées, mais Salem, c'est le plus connu. C'est un peu leur mythe. C'est devenu tellement un mythe que quand vous allez à Salem, c'est presque le Disneyland de la sorcière. C'est quand même assez étrange. Et par exemple, à Salem, ce sont quand même essentiellement des femmes qui sont mortes. Enfin, je crois que des femmes, si mes souvenirs sont bons. Et il me semble qu'il n'y avait aucun homme. Donc, c'est quand même extrêmement tourné vers la gente féminine. Alors, si on remonte au Moyen-Âge, en Europe, la chasse aux sorcières a commencé à impliquer des femmes très tôt, beaucoup plus tôt que les hommes. Les peintres même étaient impactés par cette détestation de la sorcière en tant que femme, puisqu'ils se sont mis à dessiner des sorcières moches, parce qu'ils se disaient, si je dessine une sorcière belle, ça veut dire que je suis d'accord avec elle et je risque moi-même d'être jugée en tant que sorcier ou sorcière. Et je trouve ça assez terrible, et on retrouve cette autocensure. On est dans une époque aujourd'hui qui pourrait correspondre à une nouvelle chasse aux sorcières au point de vue socio-économique, culturel. C'est-à-dire qu'il y a un effondrement de la culture. Les gens lisent de moins en moins, se cultivent de moins en moins, on mélange plein de concepts. C'est très compliqué. On est dans une économie instable. On a des guerres. Alors la sorcière, elle peut être n'importe qui. Au Moyen-Âge, c'était des gens accusés de pactiser avec le diable. Je dis bien des gens, donc ça n'inclut pas que des femmes, je précise. Des gens ostracisés la plupart du temps, des minorités, parce que c'est toujours les minorités qui vont prendre avant. Et donc, sur le point de vue féministe, je suis d'accord que le mot sorcière soit utilisé, parce que ça ne recouvre pas uniquement le féminisme, sauf pour ceux qui n'ont lu que Mona Chollet. Là, je vous conseille de lire un peu autre chose. Attends, j'ai pas mes lunettes. Oui, c'est la société qui appelle les femmes sorcières. C'est toujours l'autre qui appelle les gens sorcières. En fait, les gens qui ont été condamnés pour sorcellerie ne se faisaient jamais appeler sorcières. Il faut bien se mettre ça dans la tête, que jamais personne ne se donne, à part aujourd'hui, le titre de sorcière.
pendant tout le Moyen-Âge, pendant toute l'Antiquité, se dire sorcière, c'était pas pensable parce que sorcière reste un mot oppressif, une insulte. Dans sorcière, il y a vraiment le mal. Alors, quelles que soient les croyances de la personne, le mot sorcière n'était jamais utilisé. On peut utiliser rebouteuse, on peut utiliser une femme savante. Les femmes savantes étaient parfois considérées comme des sorcières. Les hommes ostracisés aussi, c'était souvent des gens pauvres aussi. Il faut aussi se remettre dans le contexte de une sorte de lutte des classes, et que donc le remettre dans un contexte politique aujourd'hui a un sens, puisqu'on se retrouve dans un espèce de néo-Moyen-Âge. Et oui, voilà, ça peut changer la vision. Mais parce que souvent quand on lit Wikipédia ou une définition, on se dit « Ah, mais tout le monde se dit sorcier ». Alors, il y en a quelques-uns qui se disent sorcier, mais à bon escient, j'en parlerai après. Et pour de bonnes raisons, j'en parlerai dans la suite. La sage-femme, oui, les sages-femmes étaient beaucoup décriées, donc considérées comme des sorcières, mais parce qu'aussi, elles ne faisaient pas que sage-femme, des fois elles avortaient les femmes, parce qu'au Moyen-Âge c'était extrêmement compliqué d'élever un enfant seul et on pouvait être rejeté. C'était extrême. Là, il faut se souvenir de la condition de la femme au Moyen-Âge qui n'était pas cool. Il suffit de voir rien que dans les cours royales, on faisait des contrats quand la gamine avait 4-5 ans pour savoir avec qui elle allait se marier plus tard. Et puis des fois, ça tombait à l'eau et on en voulait à la gamine et on lui remettait un autre contrat. Et des fois, elle se mariait super jeune avec des mecs super vieux. C'était horrible. Et donc, il faut bien se remettre dans ce contexte-là. Alors, oui, les rebouteux, les guérisseurs ne se disent pas sorciers. Oui, même aujourd'hui, ils ne se disent pas sorciers. En général, les seuls qui se disent sorciers, donc je vais avancer la chose, c'est ceux qui travaillent vraiment avec la haute magie, ce qu'on appelle la magie vraiment rituelle, et qui n'est pas du tout la magie du terroir, mais qui est plus tournée vers des forces, on va dire, plus noires, et qu'il faut savoir maîtriser. Je vous montrerai un livre après très intéressant si vous vous intéressez là-dessus. Moi, j'aime bien quand on lit en fait plus des livres d'histoire, d'ethnologie, d'anthropologie, des livres qui sont sourcés plus universitairement. Je trouve que ça apprend beaucoup plus de choses que les livres qui vont être sourcés uniquement sur de l'occulte, de l'ésotérisme. Et souvent, aujourd'hui, les livres qui sortent aujourd'hui sont en plus extrêmement sourcés autour de la Wicca, du néopaganisme, du New Age. Donc c'est une vision qui a été assez déformée de la sorcière et qui aujourd'hui explose dans la mode. Je suis assez d'accord avec Camus, pas l'écrivain qui a écrit La Peste, je ne sais plus son prénom, j'ai ramené un de ses bouquins alors. Dominique Camus, et pas Camus qui a écrit La Peste ou L'Étranger, qui est très bien, ceci dit, qui dit que c'est un épiphénomène. Et je pense, alors je m'approche parce que je lis, j'ai pas mes lunettes. Sorcier est rarement utilisé en fait par les païens. C'est très peu utilisé par les païens. Moi qui suis dans des cercles païens, on n'utilise vraiment pas souvent le mot de sorcier, à part pour se la péter, mais on utilise rarement sorcier, parce qu'être païen, c'est beaucoup plus une spiritualité que de la magie. Là, vous voyez, j'ai Cernunnos, je suis assez éclectique. Moi, j'ai Sainte-Barbe, j'ai derrière moi Hécatée, parce que j'ai des psychopompes derrière moi. C'est quand je travaille avec les morts. Mais le païen va se dire rarement sorcier, et, sauf si c'est pour briller dans les soirées. Ah, tiens, j'ai des cornes aujourd'hui. Bonjour. Et donc dans les cercles, en tout cas païens que je fréquente, c'est très 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 rare. On parle souvent de spiritualité, de travail avec une divinité, on parle plus, ça va être plus un culte à une divinité, et on travaille vraiment sur une spiritualité.
Euh, c'est pour ça que la définition de sorcellerie, elle est à la fois très définie et à la fois très large. Ah oui, sur les réseaux sociaux, oui, mais ça c'est parce que justement sur les réseaux sociaux, c'est pas le meilleur endroit pour trouver une définition à sorcière ou à sorcier, les witch of Instagram et tout ça. Et ce qui est triste, c'est de voir que certaines personnes qui ont une influence sur le web entretiennent ces mythes de sorcellerie, de sorcier, de witch of Instagram, et alors que c'est en fait beaucoup plus délicat et complexe que ça. Pour en revenir à la première pensée féministe sur la sorcière, elle date du 19e, c'est avec Michelet, qui a écrit de très bons livres. Vous pouvez en trouver encore en deuxième main ou même en première main. La sorcière de Michelet a marqué en fait la première pierre à l'édifice de ce qu'est la compréhension de la sorcellerie aujourd'hui. C'est la première fois qu'il parle à sa façon, il faut replacer, c'était au 19e, de féminicide, parce que malgré ce qu'on peut lire, c'est quand même majoritairement des femmes. Les hommes qui ont subi le feu, ou la pendaison, ou la mort pour sorcellerie, il y en a, mais la plupart du temps, ils étaient relaxés pour diverses raisons. Il y a quand même une grande détestation de la femme. Il y a des poèmes épiques qui parlent de la femme qui pue, qui est dégueulasse, qui est humide. C'est vraiment l'antre du diable. C'est pour ça qu'on l'associe au bouc, qui sent mauvais aussi, et qu'on dit que les sorcières embrassent le derrière du bouc et vendent leur esprit à Satan. Merci. Donc, je vais essayer continuer à faire que tu sois d'accord avec moi. Et donc, la femme était rejetée pour en fait ce qu'elle est physiquement. Et c'est encore aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, un problème. Quand on voit des seins, très forte poitrine, quand on voit des seins, c'est l'horreur, alors qu'on peut montrer des choses beaucoup plus horribles. Mais des seins, c'est vrai que ça pourrait faire tomber dans l'infamie des enfants, on ne sait jamais, les transformer en monstres. Ah, ça c'est bien. On trouve souvent des chouettes livres dans les boîtes à livres. Oui, les femmes non mariées étaient souvent mal vues. Les vieilles femmes, il y a beaucoup de vieilles femmes qui sont mortes accusées de sorcellerie. Toutes celles qui vivaient un peu en marge de société. Toutes celles qui avaient des connaissances qui pouvaient un peu... Alors dans la Bible, il y a un très bon exemple que j'aime beaucoup. C'est la reine de Saba, Bilkis. Bilkis est considérée comme une sorcière parce qu'elle a un savoir plus grand que celui du roi de Salomon. Alors pour la salir un peu, on l'associe à un homme en disant qu'elle était follement amoureuse, et après on dit que Dieu, je ne sais plus comment, elle a un enfant, mais que c'est plus ou moins un enfant sacré. Donc elle est toujours, malgré tout, on essaye toujours encore de les soumettre à un homme. La seule sorcière dans la Bible qui est plus ou moins excusée et pourtant traitée de sorcière, donc insultée, façon de parler, c'est la sorcière d'Endor, qui en plus fait de la nécromancie. Donc pour la Bible, normalement, c'est tu vas direct en enfer et tu brûles. Donc là, c'est vrai, on l'excuse parce qu'en fait c'est un homme qui est venu la voir, et en fait on excuse l'homme. Et comme c'est, je sais plus, c'est peut-être Salomon aussi, je sais plus, mais c'est un homme qui va la voir pour lui demander d'invoquer l'esprit de Saint Jean-Baptiste, je crois. Et donc elle fait de la nécromancie. Et comme c'est un homme qui vient lui demander, Dieu pardonne. Mais en fait, il pardonne l'homme, il pardonne pas la sorcière. La sorcière, elle tombe juste dans l'oubli. Les sorcières d'Endor, c'est ça. Oui, les gauchers, à un moment, on les forçait même à être droitiers. Pendant longtemps, ça a perduré, ça. C'était la main du diable. Mais c'est des choses qu'on va traîner comme ça pendant très longtemps et qui vont se perpétuer de génération en génération. Et donc aujourd'hui, on oublie que sorcier, c'est avant tout un mot oppressif. Et que de l'utiliser du coup dans un contexte politique, c'est tout à fait logique. Puisque les sorciers et sorcières, et je précise, il y a eu, oui, des hommes,
Donc, il faut arrêter de dire « Ah, mais non, c'est un terme neutre. » Ben non, parce que sinon, il n'y aurait pas un féminin et un masculin déjà dans sorcier et sorcière. Alors, on peut l'écrire en deux. Moi, j'essaye toujours d'écrire de façon, je ne sais plus comment on dit, bref, neutre. Mais en fait, il y a un masculin et un féminin. Donc, c'est qu'il y a eu les deux. Et il y a eu les deux. Alors qu'en anglais, witch, bah, c'est witch. Il y a wizard. Alors, par exemple, wizard, en anglais, on va plus le donner à des hommes. Les femmes vont rester des witch. Je tape dans mon tambour. Et donc, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a toujours quand même des différences entre les femmes et les hommes. C'est comme je disais, des hommes ont été tués pour sorcellerie, mais souvent ils étaient relaxés, plus excusés, plus excusables. La solidarité masculine, voilà. Donc on était à Claude Michelet au 19e qui a écrit le premier sur vraiment cette attaque des sorcières, femmes essentiellement. Witch a une neutralité assez récente, je suis d'accord, oui. C'est venu avec... La Wicca a fait beaucoup pour, en fait, réhabiliter le mot witch. Moi, je suis absolument pas Wicca, je respecte tous les Wicca, Cannes. Mais en France, la sorcière garde son premier sens. C'est ce que j'expliquais au tout début de la vidéo, c'est que le sens anglo-saxon a changé au 19e avec l'arrivée de la Wicca, mais aussi d'autres sociétés. Je pense à la Golden Dawn en Angleterre, ce qui fait que le mot witch a pris un sens différent, mais depuis beaucoup plus longtemps que chez nous. Chez nous, aujourd'hui, c'est quand même encore un mot oppressif. Je comprends qu'on ait très envie de se faire appeler sorcière parce qu'on a cette imagerie d'Épinal merveilleuse et sublime de la sorcière qui fait des sorts, qui fait ses petites potions. Mais en fait, la vraie sorcellerie, ce que nous, on appelle vraie sorcellerie, c'est carrément autre chose aussi que de mettre 3 pierres sur un autel et d'invoquer je ne sais quel esprit. C'est beaucoup plus fort que ça. Quand on travaille avec des énergies et des forces, les rebouteux, etc., vous disent ça peut être très dangereux. C'est quelque chose qu'il faut extrêmement respecter. On ne rigole pas avec ça. On ne peut pas se dire sorcier ou sorcière, jamais. Tous ceux qui travaillent avec de la magie, des rituels, vraiment, je veux dire, pas seulement en ayant lu je ne sais quel livre trouvé dans le rayon ésotérique de la FNAC, personne, c'est normalement en plus des secrets qui vont se transmettre de personne à personne. Ou alors il faut un don, mais il faut le travailler. Et là, on travaille sur son don. Mais ça reste quelque chose d'extrêmement difficile et beaucoup plus complexe. Et ce qui est dommage, c'est que cette image vicane est arrivée en France, elle a balayé en fait du coup toute la culture autour de la sorcière, on en oublie du coup toutes les victimes, on en est à presque nier que ce soit un phénomène essentiellement féminin. Je l'ai lu de mes yeux et j'étais comme ça. Alors je suis gentille, j'ai rien dit, je le dis là. C'est essentiellement féminin. Il y a eu des hommes, oui, c'est vrai, oui. On va rendre aux hommes leur part de leur quota, mais vous pouvez le lire, hein, il y a eu quand même beaucoup de femmes. Et donc, il y a ce côté très occulte qu'on oublie, que de travailler vraiment avec les énergies, c'est ouvrir des portes. Et c'est pas... Il y a l'exemple tout simple de dire que quand tu jettes un sort, eh bien, il y a le triple retour. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on oublie. Tu jettes un sort, tu as toujours un triple retour. Tu payes toujours le prix de ton sort. C'est pour ça que c'est quelque chose de très difficile. Je lisais récemment un livre sur des sorciers contemporains. Les gens, en fait, des jeteurs de sorts
contemporain parce qu'il ne s'appelle pas sorcier. C'est toujours les autres qui vont vous appeler sorcier. Ne l'oubliez jamais, c'est toujours les autres qui vont vous donner ce nom-là. C'est pas à vous de vous le donner, vous octroyer ce mot. C'est comme se dire chaman. On va le prendre dans la notion que j'aime pas du tout et n'importe quoi dedans, mais chaman. Tout le monde ne peut pas se dire chaman. C'est quelqu'un qui va te dire que tu es chaman ou que tu es sorcier ou sorcière, que tu as un don. Et c'est rare qu'on se dise « oui, je suis sorcier ou sorcière ». Tu peux pratiquer de la magie, c'est très bien. Tu peux pratiquer des petits rituels, c'est très bien aussi, mais ça va être dur de se dire officiellement sorcière. Moi, je trouve ça presque présomptueux. Je lisais ça en commentaire quelque part. En magie noire, on le dit plus facilement parce que de toute façon, il y a une connotation sombre. Et à la limite, en magie noire, comme on en parle, il y a déjà cette connotation diabolique. Mais quand on travaille avec des forces et des énergies qui ne sont pas forcément diaboliques, non, se faire appeler sorcier, c'est inutile. Et ça ne changera rien à ce que vous êtes, à ce que vous pratiquez comme spiritualité ou comme magie. Il faut penser à ceux qui sont morts parce qu'on les a accusés de sorcellerie. Parce que sorcellerie, c'est une accusation avant d'être un mot qu'on se donne. C'est vrai. Aujourd'hui, dans certains pays, des gens, des enfants même, meurent encore, ou sont torturés, ou sont battus, parce qu'ils sont considérés comme sorciers, donc maudits, donc pas bons pour la société. Oui, voilà. Un exemple, c'est Noxlux Oracle qui dit que se faire appeler sorcier par son entourage, c'est quelque chose de violent. Oui, parce que c'est pas quelque chose d'anodin. Et c'est là qu'on se rend compte quand quelqu'un vous appelle sorcière. Moi, comme je suis habillée goth, alors, c'est pas forcément que je pratique, mais comme je suis une vieille grouftie, une vieille goth, donc t'es habillée en noir. Allez, c'est comme ça. Et il en reste encore. Et à part quand je vais à la Wave Gothic très fun où on ne te fait pas trop chier parce qu'on est 20 000 à être habillés en noir et que ça passe très bien, ça passe crème à Leipzig. Dans la vie de tous les jours, quand tu es habillé comme moi, des fois j'entends « Ah, Exen !» et en alsacien, c'est sorcière. Et donc, les petits vieux qui s'écartent. Et tu sais très bien que... Alors moi, je dis toujours « Ah, the witch arrive !» Et c'est parce que c'est le sentiment que les gens ont d'être agressés, parce que t'es habillé en noir, t'es tatoué. Comme quoi, l'imagerie aussi compte beaucoup. La mienne vient d'une subculture musicale. Elle n'est pas du tout connectée à ma pratique. Enfin, elle s'est connectée à ma pratique de façon un peu bizarre, sans se connecter vraiment. Oui, et en plus, c'est vrai que certains doivent encore cacher qu'ils pratiquent une certaine spiritualité ou certaines choses, certains rituels qui peuvent être encore ostracisés aujourd'hui. Le chat noir subit encore, effectivement, le pauvre. Ils sont tellement cute, les petits chats noirs en plus. J'aimerais tellement avoir un petit chat noir. Les chats noirs, les corbeaux, en Alsace, je sais pas ailleurs en France, mais en Alsace, quand il y a un corbeau dans le jardin, on fait « Ah, ça va porter malheur !» Moi, j'aime bien quand il y a des corbeaux dans le jardin. C'est Hugin et Munin, c'est la mémoire et les pensées. Ça apporte, c'est les messagers. Le corbeau, c'est intéressant. Il y a d'autres animaux, le crapaud. Bon, alors on en croise moins des crapauds, les grenouilles, il y a les rats forcément, les chouettes aussi, notamment la chouette effraie, qui est très belle en plus et qui est une race qu'on trouve de moins en moins. Elle a été beaucoup chassée, encore aujourd'hui on encloue des chouettes. Alors vous voyez que dans les campagnes en plus on pratique encore des rituels magiques, sans dire que c'est de la sorcellerie, mais on encloue encore des chouettes sur des granges.
pour que les moissons soient bonnes ou pour éviter que le malheur tombe sur la maison. Et pourtant, c'est pas un truc assumé. Si c'est assumé, c'est que tu es sorcier et que tu mériterais d'être ostracisé par la société. Ah mais les corbeaux, voilà, je ne sais pas quelle déesse, c'est peut-être Freya ou ça doit être une déesse celte s'il y a des corbeaux. Mais oui, les corbeaux, c'est en plus très beau. Et puis c'est des oiseaux goths. Et en plus, je rigole parce que souvent les gens râlent après les corbeaux, mais pas après les pies, alors que les pies sont des corvidés aussi. Et donc voilà, donc il y a des espèces de croyances, de vieilles croyances sur les animaux, sur certaines choses qu'on fait, c'est tout ce qui est... alors j'avais ramené justement les livres. Hop. Ah non, là j'en ai pas sur le folklore, c'est quoi. C'est toutes les croyances donc qui sont... la Morrigan, bah oui, forcément. Avec les corbeaux, logique. Freya aussi. Freya a des chats, mais ils sont bleus, normalement, dans la légende. Et c'est dommage, ils sont pas noirs. Et puis des chats bleus, c'est plus difficile à trouver. Le bleu de Prusse. Mais pour revenir aux objets, donc il y a comme ça toute une série d'objets qu'on va mettre de côté, d'animaux qu'on va mettre de côté parce qu'ils se trimballent cette tradition longue et qui date d'il y a longtemps. Le bouc aussi, pourtant c'est un bel animal, mais le bouc reste un des animaux le plus associés au satanisme. Alors il faut savoir aussi que les sabbats de sorcières n'ont jamais existé, n'ont jamais eu d'existence tangible. C'est une invention des inquisiteurs. Les inquisiteurs avaient ce qu'on appelle des tableaux-missions. Alors les tableaux-missions, c'était des tableaux... Alors il y en a des très beaux en plus. J'en ai dans un livre, je vais vous montrer un tableau-mission. Alors, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les gens savaient peu lire. Pendant très longtemps, dans les campagnes et tout, on pouvait pas, les gens n'apprenaient pas à lire. Il fallait soit sortir d'une famille riche, soit avoir la chance d'être éduqué par le biais de la religion à la lecture, mais on lisait pas beaucoup. Donc il y avait des tableaux missions, je ne sais pas si on le voit, celui-là. Voilà. Ça c'est un tableau mission. Alors le tableau mission, on l'emmenait dans les villages où on pensait qu'il y avait de la sorcellerie ou des choses bizarres qui se passent. Là il y en a un autre, un tableau mission avec un Sacré-Cœur, on retrouve la croix, les symboles du Christ, il y a des anges qui tiennent, et il y a une femme au-dessus, parce que ça vient d'une congrégation celui-là. Donc c'est dans les congrégations qu'on les peignait, les tableaux mission, et on emmenait ça pour éduquer les gens qui ne savaient pas lire sur ce que disait la Bible, sur ce qu'il ne fallait pas toucher, donc on les éduquait aussi sur attention aux sorciers, attention à la sorcellerie, grâce au tableau mission. C'était un peu comme faire une conférence, c'était un peu la masterclass biblique de l'époque. Donc tu nais avec ton tableau, il y en a certains qui fonctionnent comme des BD. Alors là j'ai pas un exemple, mais il y en a vraiment qui fonctionnent comme des BD. Et moi ce sont des tableaux qui m'ont beaucoup marqué pour mon propre travail, parce qu'ils m'ont appris en fait à la narration en une seule image d'une histoire. Donc je remercie les tableaux mission pour ça, pas pour le reste, mais c'est très intéressant de les étudier pour ça. Donc ces tableaux mission étaient peints par les congrégations, c'était un moyen d'éduquer les gens et de se méfier de la sorcellerie. En général, toutes les croyances qui existent encore aujourd'hui datent du Moyen-Âge, de l'époque même où on a basculé du paganisme à la chrétienté. Si les saints existent, je veux dire pas les miens, les vôtres, les saints comme Sainte Barbe, existent, en fait, je pense, c'est en partie, enfin je pense pas, on pense, les historiens pensent, les anthropologues pensent, que les saints ont été imposés par la chrétienté pour pallier justement à ce qui avait été arraché au paganisme, le fait que ce soit polythéiste. Donc mettre des saints dans l'histoire biblique, c'est pour ça qu'il y a la légende dorée que je vous conseille de lire, de Jacques de Voragine,
qui est très intéressant, qui va vous raconter le martyre des saints, combien ils ont souffert et combien ils ont su se sortir du paganisme et de la sorcellerie pour certains, et combien ils ont été souvent justement battus, tués par des gens méchants, absolument affreux. Et donc ils s'en sont sortis grâce à Dieu, à leur foi. Ils sont devenus des saints. Donc c'est très intéressant à lire. Par exemple, Sainte Barbe, que j'aime beaucoup, est reliée bizarrement à Hécatée. On a retrouvé dans les cultes de Sainte Barbe des cultes assez proches d'Hécatée, qui est derrière moi ici. Donc en fait, moi je fais le pont entre les deux. Oui, les Vierges Noires ont gardé aussi, alors la plus connue en France doit être celle de Chartres, Notre-Dame de Souterre ou des Souterrains, qui est très belle, avec un... Et les Vierges Noires, la Vierge de Montserrat aussi, et il y en a plusieurs. Alors il ne faut pas confondre, il y a des fausses Vierges Noires, il y a celles dont le vernis est devenu noir avec le temps, et il y a les vraies Vierges Noires, qui étaient sculptées dans un bois très sombre, et à qui on attribue des miracles. En fait, c'est de la magie. Mais chez les chrétiens, on va dire c'est des miracles. Mais c'est peut-être tout simplement la magie de la Vierge. Et souvent, ces Vierges Noires, on les associe à des déesses comme Astarté, des déesses sombres. Astarté, le plus souvent, c'est pour ça qu'on retrouve le croissant de lune ou des étoiles. C'est vraiment une résurgence du paganisme. Alors... oui, il y a des forces, les syncrétismes sont très importants. C'est exactement ça, c'est qu'il y a beaucoup de syncrétisme entre les anciens dieux païens et comme Hécatée Sainte Barbe, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais vous en trouverez d'autres. L'Église a été obligée d'une certaine manière de s'adapter à ce manque de polythéisme et de liberté de croyance. Alors, oui, je vous parlerai une fois d'Hécatée. Une fois, on fera un stamtiche ésotérique sur Hécatée. Ça sera l'occasion d'avoir une soirée théma, comme sur Arte. On parlera d'Hécatée, qui est très intéressante. Et là aussi, je lis des choses, des fois, un peu bizarres, mais voilà. Alors, qui explique que les Vierges Noires sont souvent trouvées dans les champs. Oui. Les ponts, oui, c'est souvent des vierges noires, c'est comme les déesses sombres, c'est des divinités liminales, c'est-à-dire qu'elles sont sur les croisements ou dans des endroits où se croisent aussi telluriquement des énergies. Elles sont toujours pensées pour être à des endroits spécifiques. Mais après, les autres vierges, alors j'en avais une très belle dans ce livre que j'ai sur mes genoux. Ça tombe bien, parce que je crois que c'est dans celui-là qu'elle est. Oui. Comme cette vierge que je trouve intéressante, c'est une vierge à Notre-Dame de la... C'est Notre-Dame de la Route. Déjà, je trouve que c'est très joli. Et donc, l'appeler rien que Notre-Dame de la Route. Donc, c'est une vierge, mais elle s'appelle Notre-Dame de la Route. Voilà, Notre-Dame de la Route. On retrouve quand même les couleurs mariales, le rouge, le blanc, le bleu. Elle porte l'enfant sur le dos. Et puis elle a un visage en fait assez étrange. Et je me suis toujours demandé si elle n'avait pas en fait une autre couleur à la base. C'était pas une Vierge Noire justement. Et donc Notre-Dame de la Route, qui est dans la région de Bourges, et fait partie de ces vierges qui sont sur des croisements. Mais les croisements, depuis le paganisme, depuis l'Antiquité, les croisements ont un sens. C'est le croisement de la vie, c'est très symbolique. Le croisement entre les différents mondes, les différentes dimensions, les influx qui peuvent arriver de partout. Les calvaires aussi ont été placés au croisement parce que, à la base, dans le paganisme, il y avait probablement des divinités dans ces croisements, donc il fallait faire table rase de ça. En Égypte, le premier monothéisme, qui était celui d'Akhénaton, Amenophis IV, en fait, n'était pas fait pour être pharaon, mais son frère est mort dans un accident de char, bêtement. Et donc, Akhénaton avait, lui, Amenophis IV, jeune, a eu du coup une culture extrêmement religieuse. Il était censé devenir prêtre, comme ça arrive souvent dans les grandes familles.
Et puis son frère est mort et il s'est retrouvé sur le trône. Il était vraiment pas prêt pour ça et extrêmement mystique. Et ça a été probablement le premier monothéisme. Et on voit que le monothéisme se met à tout balayer. Et en 17 ans, il a fait arracher tous les dieux égyptiens qui l'entouraient. Donc adieu Horus, adieu Osiris, adieu Anubis. Il ne restait plus que le soleil Aton, qui est une très belle, pour moi la plus belle représentation de l'esprit divin, du Dies Irae. C'est le soleil qui donne la vie, il tient des croix en C, des ankh dans la main, et donc il distribue de la vie. Il y a les chants Aton qui sont très beaux, et ça a été vraiment le premier monothéisme. Mais on voit que le monothéisme, pour s'installer, est obligé de tout balayer. Bon, après, lui n'a pas régné longtemps, il a eu 17 ans de règne, il a eu le temps de construire une ville qui est tombée dans l'oubli le plus total jusqu'au 19e siècle, jusqu'à ce qu'un homme qui faisait son chant trouve ce qu'on appelle une talatate, une petite pierre avec des hiéroglyphes dessus, et on s'est rendu compte que c'était un cartouche avec un nom de pharaon. Et on pense que c'est Ramsès II qui a en fait effacé Akhenaton et son règne de la liste des pharaons d'Égypte. Parce que, à cause de son hérésie, mais cette fois-ci c'était une hérésie monothéiste. Et après on voit avec le christianisme qui est issu de cette toute première religion, puisque une fois que la ville a été détruite, les gens ont emmené Aton ailleurs, la religion d'Aton ailleurs, et on pense que ça a été la première prière en fait à ce qu'on appelle les religions du livre, donc les religions monothéistes qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle le christianisme, le judaïsme, l'islam. Toutes ces trois religions en fait viennent de l'Égypte. Vous pourrez remercier Akhenaton désormais et lui dire merci d'avoir écrasé beaucoup de folklore, de culture, opprimé des gens, c'est toujours sympa. Mais quand une religion s'installe, on le voit très bien avec la chrétienté, vu qu'on a énormément de recul dessus. Aujourd'hui, on a tout le Moyen-Âge jusqu'à maintenant. Peut-être le Zoroastre, bref, la religion de Freddie Mercury, qui était Zoroastre, paix à son âme. Oui, elle était peut-être plus ancienne, mais elle a eu moins d'influence parce que c'était plus éloigné du nœud où on pense qu'est né en fait les monothéismes du religion du livre. Et le zoroastrisme est plus empreint, est une culture plus cool. Ça a donné par exemple aussi le yézidisme, aujourd'hui qui sont ostracisés pour sorcellerie, et y compris par les chrétiens, parce qu'on considère que les yézidis, parce qu'on parle beaucoup du massacre de Sinjar, qui a été perpétré par ISIS, enfin par Daesh, mais le massacre de Sinjar est emblématique, mais ils sont aussi ostracisés, les yézidis, donc qui sont d'une résurgence du zoroastrisme, c'est pas le mot le plus facile à prononcer, étaient ostracisés par les chrétiens parce qu'en fait leurs 7 anges sont des anges déchus. Une partie des 7 anges font partie des anges déchus dans notre Bible. Donc du coup, c'est des satanistes pour les chrétiens. Et leur dieu principal est un dieu pan, c'est Maustelek. Alors je vous promets pas la prononciation. Vous regardez Yézidi, dieu pan, et le pan qui fait la roue là. Alors, il faut que j'arrive à lire. Oui, mais néoplatonisme, c'est un peu plus intelligent que la chrétienté. En fait, la philosophie a beaucoup plus réfléchi sur la spiritualité que la religion. C'est pour ça que je conseille aux gens, quand on veut se cultiver spirituellement, de lire plutôt des philosophes et des historiens et des anthropologues, plutôt que de lire tout de suite cash dans des choses très ésotériques et très spirituelles. Et là j'avance, on a tous une mémoire de moule à un moment ou à un autre. Donc c'est souvent en plus les Grecs et les Romains ont ça d'intelligence, c'est que ils ont souvent respecté. Alors ils respectaient pas les terres,
ils respectaient pas les richesses des autres, mais ils avaient quand même cette curiosité pour la religion des autres, les pratiques des autres. C'est quand même grâce aux Romains qu'on connaît la plupart des dieux gaulois. Alors des fois on pense que les traductions sont un peu foireuses, mais comme Cernunnos, Toutatis, c'est en fait les Romains qui ont transcrit tout ça. Et heureusement, parce que sinon on aurait tout perdu. Donc, et donc on remarque aussi dans les polythéismes qu'ils respectent souvent plus les pratiques polythéistes. Un polythéisme va respecter plus un autre polythéisme. Alors après, bien sûr, dans les polythéismes, je pense en Inde, il y a quand même encore des ostracisations, notamment de la femme, où c'est extrêmement compliqué. On en revient toujours à cette question de féminisme, en partant des sorcières, la sorcellerie, comme quoi ça reste une question extrêmement prégnante. La place de la femme dans la spiritualité. J'étais étonnée de voir que l'Église pensait maintenant au mariage des prêtres. Peut-être qu'un jour on arrivera à la prêtrise des femmes. Chez nous, les protestants, on a des femmes pasteurs et pour l'instant, rien n'a encore explosé. Ça va, ça se porte bien. A priori, moi, quand j'étais jeune, je voulais être pasteur, hein, c'est dire. Je savais que j'avais une mystique un peu déviante, donc j'ai rangé ça plus loin. Mais donc c'est intéressant de voir... est-ce que c'est une question que j'ai vue? Non, c'est j'avais vu. Donc c'est intéressant de voir comment tout s'est installé. Donc pour en revenir à la sorcière, je trouve que c'est toujours compliqué de se donner ce titre-là. Alors maintenant, on va parler de la sorcellerie plus d'aujourd'hui, qui est toujours pratiquée dans les campagnes, de moins en moins, parce que souvent c'est des personnes âgées. Et aujourd'hui, peu de gens s'intéressent à recevoir le savoir. Normalement, un rebouteux, un jeteur de sorts, un guérisseur, un coupeur de feu, un barreur de mots, un prieur de secrets, ne donne son savoir qu'à quelqu'un comme un héritage. Parfois c'est quelqu'un de la famille, alors quand c'est dans la famille, il faut donner à quelqu'un qui a le sexe opposé du sien, c'est-à-dire si tu es un homme, tu donnes à une femme, si tu es une femme, tu es un homme, ou tu fais sauter une génération, il y a des choses comme ça qui sont à respecter, mais jamais d'ailleurs il s'appelle sorcier, on est coupeur de feu, on est barreur de feu, on est rebouteux, on est jeteur de sorts, on est, je crois, prieur de secrets, mais on n'est jamais sorcier, on ne le dit pas. Et on va vous expliquer que les forces avec lesquelles on travaille, c'est ce que je disais avant, sont très puissantes, qu'il faut les maîtriser, il faut savoir comment s'en protéger, qu'on ne le fait pas n'importe comment. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis dans mon espace sacré, et c'est un espace qui est consacré. C'est-à-dire qu'il y a plein de symboles ici qui protègent cet espace. Et il faut garder à l'esprit que si vous travaillez avec des forces que vous ne connaissez pas, c'est pas juste un truc facile, mais c'est qu'il y a toujours un retour. C'est pour ça qu'il faut travailler avec la magie de façon en dernier recours. Moi je dis toujours que c'est pour le dernier recours. Le dernier recours, vous pouvez utiliser la magie. Oui, les chamans non plus. C'est ce que je disais en début de vidéo. Les chamans non plus ne s'autoproclament jamais chaman. Et c'est important et c'est logique. Ça doit venir vraiment d'une tradition. C'est pour ça que s'octroyer un nom, c'est toujours un peu se la jouer ou briller en société. Je comprends l'attachement, comme je disais, je comprends, mais il faut penser à après. Alors je lis, excusez-moi. Il faut que je me tourne pour que je lise sur du noir. Oui. Mais la pratique de la magie non conscientisée, c'est juste... Oui, c'est exactement ça. Toutes les croyances, la superstition, en fait, c'est une forme de sorcellerie non conscientisée. Et peut-être qu'on ne veut pas conscientiser, qu'on ne veut pas
appelé comme ça. Alors soit parce que inconsciemment on a oublié que ça venait de rituels précis, soit parce que on n'a pas envie d'être rangé justement dans le sorcier, puisque le sorcier c'est celui qu'on rejette et qui travaille avec les forces du mal. Donc bah, y en a beaucoup qui se disent sorciers mais je pense, ou sorcières, mais je pense que c'est pas le... C'est plus un phénomène de mode. Comme je disais, je suis comme Dominique Camus, là, je pense qu'aujourd'hui, on vit un épiphénomène. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va monter et puis va retomber. Dans pas longtemps, il restera que les gens qui pratiquent vraiment tous les jours, qui ont une vraie spiritualité, une vraie conscience de ce qu'ils font et qui sont pas là juste parce qu'on écrit des tas de livres en ce moment dessus, que parce que la mode en parle, parce que... mais des gens qui restent avec leur propre mystique depuis toujours, depuis longtemps. Alors bien sûr, on se dit, ah, ben, je me suis moins seule. Alors, c'est pas grave, hein, je rattrape, du coup. Oui, on inconscientise, on va inventer le mot, on inconscientise justement ces croyances, mais parce que c'est ce qu'on nous a impliqué, et on nous a éduqués comme ça. Mais c'est comme sur certaines choses, je vois la différence entre les générations de mes parents, enfin mes parents et moi. Il y a des choses qui restent et qui sont inscrites. Trouve-toi un mari, qui ait des sous, sois une gentille femme. Moi, c'est raté. Mais c'est des choses qui restent. Oui, bah oui, il y a toujours l'autocensure, de toute façon, c'est toujours là. Et après, le plus important, c'est quand on pratique quelque chose, c'est pas de se donner un nom, en fait, c'est d'être à l'aise avec soi. C'est là où je crois que c'est peut-être là toute la différence. C'est-à-dire que une vraie pratique qui a un vrai sens pour soi n'a pas besoin d'avoir une étiquette. Quand tu tires les tarots, moi je dis que je suis diseuse de bonne aventure, ça me fait plus marrer que dire que je suis voyante, parce que c'est pas exactement ça. On n'est pas vraiment voyante, on est dans une espèce de grand tout, donc 10 heures ou diseuse de bonne aventure, ça me va. Et il faut avoir quand même cette distanciation avec ce qu'on fait, et quelque chose qui est à nous, très personnel. Et donc il y a vraiment une pratique à avoir. Et c'est pour ça que l'épiphénomène witch of Instagram et l'épiphénomène mode aujourd'hui, tant mieux, il y en a qui en profitent, c'est bien, il y en a qui vont peut-être, j'espère, découvrir les choses plus profondément et que ça va pas rester sur cette surface très mode et très lisse et très lissée, parce que c'est pas ça la magie et la mystique, c'est un truc plutôt hardcore en fait. Quelqu'un qui va pratiquer vraiment, c'est quelque chose de plus hardcore. C'est quelque chose que tu ressens vraiment. Je veux dire, tu le vis dedans. C'est pas juste avoir un hôtel avec 3 figures dessus, tu poses des pierres. Non, c'est un truc, toute ta vie, tu vois tout par ce prisme-là. C'est pour ça que je parle moins plus de spiritualité que de magie. C'est au-delà de la magie. On est au-delà de la magie, mais si on était au temps du Moyen-Âge, moi je serais probablement considérée comme une sorcière pour différentes raisons. Mais je ne me donnerais jamais ce nom parce que ça serait irrespectueux. Et ça l'est. C'est irrespectueux pour celles et ceux, je précise bien, celles et ceux qui sont morts pour ça. Sauf dans le domaine politique, où le domaine politique, justement, défend les minorités oppressées. Et donc, il y a un vrai sens. Quand on dit qu'il y a une chasse aux sorcières, la sorcière de demain, ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qui... En général, c'est quelqu'un qui ne se fait pas du tout appeler sorcière.
il y a toujours de nouveaux sorciers, et c'est sûrement... oui, c'est beaucoup plus profond. Voilà, ce n'est pas une casquette, c'est exactement ça, ni une étiquette, ni de s'enfermer dedans. Il faut vivre son truc, mais il faut rester honnête aussi par rapport à ça, par rapport aux autres aussi, par rapport à ce que tu renvoies, est-ce que tu as envie de donner ou renvoyer ou pas. Voilà, c'est exactement ça. En général, on le ressent, c'est une vibration. Ça, c'est très bien dit, une vibration. Et c'est quelque chose qui peut être parfois violent quand on travaille dessus. Ce qu'aujourd'hui, on va appeler la méditation, mais quand on travaille dessus, c'est vraiment une manière de vivre. Alors, on peut s'amuser à faire sorcière. Alors, il y a des livres qui sortent, on peut s'amuser à faire sorcière. Mais du coup, on vide toute la spiritualité, en fait, à cause de ce mot sorcière. On va vider, en fait, tout ça d'une spiritualité qui est importante, qui tient d'un long folklore, d'un long travail sur les mythologies, pour ceux qui sont païens. C'est un vrai travail, en fait, spirituel. C'est beaucoup plus spirituel et d'élévation que d'essayer d'être dans un truc plat. Enfin, je le vois comme ça. Après, c'est un avis tout à fait personnel et que je comprends, qu'on ne respecte pas forcément. Et c'est pour ça que dans la sphère politique où on se bat pour des idées, je comprends qu'on l'utilise. Moi, je ne l'utiliserai pas forcément ni non plus dans la sphère politique, étant une ancienne, enfin toujours, mais vieille dans la durée, militante LGBTQ+, depuis les années 90. C'est vrai qu'on avait une autre manière de militer, donc je m'adapte à la façon de militer. Mais je comprends l'association des deux. Et ce que je reproche à ceux qui disent « je ne m'appelle plus sorcière » du côté politique, je trouve ça dommage parce que c'est que vous n'avez pas compris en fait le sens qu'a le mot sorcière dans le fond. C'est que vous ne l'avez pas vraiment compris. Ou que vous avez lu les mauvais livres, je ne sais pas. Alors, hop. Oui, contre la oui, ça, il faudra la capitalisation du mot, le fait que ça soit à la mode et que ça soit rentré maintenant dans un truc capitaliste. Il va falloir un peu de temps. Moi, je donne 3 ans. En général, ça dure toujours 3-4 ans, les épiphénomènes, et puis ça retombe et il reste ceux qui pratiquent toujours. Ah, on va me couper mon direct, dis donc. Il me reste 1 minute 50. Bon, ben, je vais vous dire au revoir, du coup. Alors, du coup, vite, en 1 minute 50, je vous conseille de lire ce livre, La sorcellerie en France aujourd'hui. C'est Dominique Camus. Il est très bien. Vous verrez, il y a plein d'infos dessus. Il parle des pratiques qui ont encore lieu aujourd'hui dans les campagnes. Vous pouvez le trouver. Moi, j'ai trouvé à 3 €. Comme quoi, ça va. Il y a celui-là que j'avais déjà montré dans une vidéo, Les objets de sorcellerie, qui est très bien. Et en fait, quand on s'intéresse plus à des livres moins ésotériques et plus sur le folklore et l'anthropologie, on trouve beaucoup plus d'informations. Donc, je vous conseille de tourner plutôt vers des livres d'anthropologie qui sont sourcés plus universitairement, plutôt que des livres directs qui vont vous parler tout de suite de rituels, de trucs. Non, je conseille de d'abord vous cultiver sur l'histoire de la sorcellerie. Il y a celui-là, celui-là il est plutôt alsacien, mais c'est entre croyance et magie. Alors, on parle déjà plus de sorcellerie ici. C'est un monsieur qui l'a écrit, qui collectionne les objets magiques. Et donc, il y a plein d'objets dedans. Alors, évidemment, je monte une page où il n'y en a pas. Il y a plein d'objets intéressants dedans. Et donc, c'est Raymond Heidinger. Il me reste 22 secondes.
Il y a Les sorciers et leurs mystères, qui est pas trop mal, qui résume un peu ce qu'on a dit ce soir. C'est pas le meilleur, hein. Le meilleur, je ne le trouve pas, il doit être dans les bibliothèques écroulées. Il faut un jour que je le ressorte. Et il y a celui-là qui est sorti. Tous les textes ne sont pas